Alors qu'est-ce que l'intelligence? C'est une question immense, une question qui nous fascine tous depuis la nuit des temps. Mais au-delà de nos intuitions, comment est-ce que la science, elle, a tenté de percer ce mystère? Spontanément, on pense à quoi? À la logique, bien sûr, à la mémoire, peut-être même à la créativité. Et ce sont de très bons points de départ, c'est clair. Mais pour les scientifiques, ce n'était pas suffisant. Ils ont voulu aller bien plus loin pour vraiment saisir la nature de l'intelligence. Du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de ces notions un peu floues à des concepts qu'on peut mesurer. C'est là que l'enquête commence pour de bon. Ok, première étape, et c'est la base de tout, se mettre d'accord sur les mots. Comment est-ce que les chercheurs ont bien pu essayer de définir ce concept si complexe? Alors, en 1995, l'Association américaine de psychologie a proposé une définition. Et elle est assez large. Il faut y voir les mots-clés, comprendre, s'adapter. C'est super important parce que ça nous dit que l'intelligence, ce n'est pas juste être capable de résoudre des équations. Non, c'est surtout savoir naviguer efficacement dans le monde qui nous entoure. Et presque au même moment, figurez-vous, un autre groupe de chercheurs met l'accent sur une idée similaire, celle d'une capacité mentale très générale. Il faut bien réfléchir à ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'être bon en maths ou en histoire. C'est l'idée qu'il existerait une sorte d'aptitude fondamentale qui soutient tout le reste, notre capacité même à comprendre le monde. Bon, définir, c'est une chose, mais mesurer un concept aussi abstrait, comment on s'y prend? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec l'approche la plus célèbre et aussi, il faut le dire, la plus controversée. Et cette approche, c'est la psychométrie. Bienvenue dans ce monde un peu particulier. L'idée, en surface, elle a l'air simple, mais en réalité, elle est complètement révolutionnaire. On va transformer les capacités de l'esprit en chiffres, en données. Tout ça pour pouvoir les étudier et les comparer de manière vraiment rigoureuse. C'est de là qu'est né le fameux QI, le quotient intellectuel. Et là, attention, il y a un point crucial. C'est un score. Il faut insister là-dessus. Ce n'est pas du tout une mesure absolue de la valeur de quelqu'un. C'est simplement un indicateur de performance sur un test donné à un moment T et toujours par rapport à un groupe de référence. Mais derrière ce score de QI, il y a une idée encore plus profonde, plus puissante, ce qu'on appelle le facteur G. C'est un psychologue, Charles Spearman, qui a remarqué un truc fascinant. Il a vu que les gens qui sont bons à un type de test, disons un test verbal, eh bien, ils ont tendance à être bons aussi aux autres tests, comme ceux de logique. C'est de là qu'il a tiré l'hypothèse qu'il existerait une sorte d'intelligence générale, un facteur commun qui influence tout le reste. Alors, pour être bien clair, récapitulons, parce que cette distinction est vraiment essentielle. L'intelligence, c'est le grand concept, l'idée générale. Le QI, c'est le score, l'outil de mesure. Et le facteur G, c'est la théorie, l'explication qui se cache derrière, celle qui tente de nous dire pourquoi tous ces résultats semblent liés. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien voilà comment ces scores sont généralement interprétés. Ce qu'il faut voir, c'est que la grande majorité de la population se trouve au milieu, dans la moyenne, entre 85 et 115. Les scores qui sont aux extrêmes, eux, ils sont surtout utiles pour identifier des besoins spécifiques, que ce soit pour accompagner des personnes surdouées ou, à l'inverse, pour aider celles qui ont des difficultés d'apprentissage. Mais stop, on fait une pause. Est-ce qu'on peut vraiment résumer toute la complexité de l'esprit humain, tout ce qui fait notre richesse, à un seul et unique chiffre? C'est cette question, cette frustration presque, qui a ouvert la porte à de toutes nouvelles manières de voir les choses. Pour bien comprendre la suite, il faut garder en tête la force de la théorie du facteur G. L'idée, c'est vraiment celle d'un moteur cognitif central. Un moteur qui influencerait toutes nos autres capacités. En gros, si on est bon dans un domaine, on a de bonnes chances de l'être dans les autres. Mais est-ce que ça raconte toute l'histoire? Vraiment. Et la créativité incroyable d'un musicien, et l'agilité, l'intelligence du corps d'un athlète, ou même, plus simplement, l'empathie d'un ami qui sait trouver les mots justes. Tout ça, ça rentre où? C'est exactement là qu'intervient un chercheur nommé Howard Gardner, avec une théorie qui a fait l'effet d'une bombe, la théorie des intelligences multiples. Son idée est simple mais radicale. L'intelligence, ce n'est pas un bloc, un monolithe, pas du tout. Il y aurait en fait plusieurs formes d'intelligence, assez indépendantes les unes des autres. On parle d'intelligence musicale, corporelle, interpersonnelle, bref, plein de façons différentes d'être brillant. Et dans la même logique, un autre concept a littéralement explosé en popularité, celui d'intelligence émotionnelle. C'est directement inspiré des idées de Gardner sur les intelligences interpersonnelles et intrapersonnelles. En gros, c'est quoi? C'est notre capacité à comprendre nos propres émotions, à décoder celles des autres et surtout à utiliser tout ça pour guider nos pensées et nos actions. C'est énorme.
Donc on le voit bien, on est loin d'un consensus parfait. Le champ de l'étude de l'intelligence, c'est un domaine qui est toujours en pleine ébullition, plein de débats passionnants. Et il reste de grosses controverses, des questions qui animent encore tous les débats. Par exemple, est-ce qu'un score de QI élevé garantit vraiment le succès dans la vie? Pas si sûr. Et ces tests sont-ils vraiment équitables pour tout le monde, peu importe la culture d'origine? Et puis, bien sûr, il y a l'éternelle question, le grand débat, la part des gènes contre celle de l'environnement, l'inné et l'acquis. Et pour finir, il y a une idée défendue par un certain Reuven Feuerstein qui vient un peu tout bousculer. Une idée qui change complètement la donne. Et si l'intelligence n'était pas du tout quelque chose de fixe? Sa théorie, en gros, c'est que nos capacités cognitives ne sont pas gravées dans le marbre. Au contraire, elles pourraient être développées et même amplifiées tout au long de notre vie. Et cette dernière idée, elle nous laisse avec une question. Une question absolument vertigineuse. Si l'intelligence n'est pas juste quelque chose qu'on a, comme la couleur de nos yeux, mais plutôt quelque chose qu'on peut construire, qu'on peut développer, alors quelles sont les véritables limites de notre potentiel?